Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree, l'épisode du mercredi. Donc l'épisode du mercredi, vous le savez, c'est avec un invité, je vous le répète toutes les semaines, mais comme il y a des nouveaux aussi chaque semaine, je répète souvent les choses, donc désolé pour les habitués. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Théodore Froissart. Salut Théo. Salut Julien, merci de m'accueillir chez toi. Je t'en prie, effectivement je t'accueille chez moi parce qu'en ce moment je tourne beaucoup d'épisodes à la maison comme je suis en plein travaux et je dirais qu'il faut que je reste à peu près là souvent pour gérer les artisans. J'ai montré à Théo, là c'était un peu la... Bon voilà, c'est toujours un peu la pagaille, il faut passer derrière eux. donc voilà, j'enregistre pas mal d'épisodes à domicile. Et on n'a pas de soleil en plus parce qu'il fait un temps de chiotte ces derniers temps, c'est un truc de fou. En ce moment à Toulouse c'est catastrophique. Voilà, catastrophique, clairement. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai jamais traité sur le podcast, qui est un sujet franchement sur lequel je connais pas grand chose, qui m'interpelle quand même, c'est la location de voiture. La location de voiture, alors en tant que particulier dans un premier temps, après tu nous parleras évidemment des problématiques de professionnalisation, etc. de cette activité, mais le concept c'est quoi aujourd'hui ? C'est j'achète un véhicule, je le mets en location comme ça, c'est-à-dire que je l'achète mais il n'est pas pour moi en fait, je m'en sers pas et je fais vraiment un business de la location de véhicules. Mais peut-être tu vas te présenter aussi avant d'abord. Oui, bien sûr. Alors, bonjour, moi c'est Théodore, j'ai 25 ans. J'ai toujours voulu investir depuis quand même assez longtemps. Dès l'école d'ingénieur, je voulais vraiment investir. Et CDI en poche, il y a 1 an et demi, j'ai commencé par faire un peu d'immobilier. Donc, je me suis lancé dans l'immobilier et j'ai acheté un premier appartement. Et je voyais passer des vidéos sur YouTube de la location de véhicules et c'est quelque chose qui m'interpellait. Et moi, j'aime quand même bien le monde de la voiture. Je bricole dessus, je sais tout réparer et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter avec ma voiture perso. Donc, au départ, j'allais au travail avec ma voiture perso. Et bon, j'avais la possibilité de prendre le bus. Donc, je me suis dit, je vais le mettre sur une plateforme qui s'appelle GetAround, pour ne pas la citer. Et ça a pris de suite. C'était en mai de l'année dernière. Et j'ai fait 460 € dès le premier mois, avec un véhicule qui était loin d'être exceptionnel, de plus de 10 ans. Bon, il était propre, c'était une Golf 6. De fil en aiguille, je me suis dit, ça peut être intéressant, et voilà, je me suis lancé dans l'activité. Ok, Golf 6, putain, c'est Golf 6 plus de 10 ans déjà. Moi je suis à la rue complet. Hein. Mais ça va vite. J'avais une Golf 3 à l'époque, hein, mais je vois très bien à quoi ça ressemble les 1, les 2, etc. Mais après j'étais déconnecté quoi. Voilà. Ouais, Golf 6 plus 10 ans, donc c'était possible de la mettre sur la plateforme, il y a plein de règles. Ah ouais ? Parce qu'ils essayent d'avoir des véhicules récents pour que les gens viennent et qu'on ait toujours de la qualité. Alors, avant de rentrer sur les règles, est-ce que tu peux nous dire, du coup, c'est quoi le principe, et on va dire les règles de base, justement, pour faire ce genre d'activité et donc louer un véhicule et que ça nous rapporte de l'argent ? C'est important tu vois, pour moi, de comprendre comment ça marche déjà. Qui loue ça ? Est-ce que tu peux louer ça sur le Bon Coin ? Est-ce que tu peux louer ça sur une plateforme spécifique ? Bon, tu l'as dit là un peu, GetAround notamment, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que, je sais pas, tu peux avoir ton propre site, tu vois ? Ouais, tout à fait. Alors, il y a 2 plateformes vraiment dédiées à l'autopartage pour les particuliers et après les professionnels si on veut se professionnaliser. C'est GetAround et Wecar. Moi, j'ai choisi GetAround. Ça m'a donné une meilleure impression. J'avais fait un peu une veille sur les deux. Les conditions sont plus strictes sur GetAround, ce qui fait qu'on a des véhicules quand même plus qualitatifs. Et au niveau des prix, pour les propriétaires, on s'y retrouve mieux. Sur Wecar, il y en a qui font des super chiffres, mais qui achètent des épaves à 500, 600 €, qui les mettent vraiment pas cher. Et au final, ça fait une super rentabilité, mais c'est pas trop périn sur le long terme. Bon, donc moi, c'est pour ça que j'avais choisi GetAround. Et ensuite, il y a 2 possibilités où il y a une remise de clés en main propre, ce que j'avais fait en commençant, parce que c'était juste pour tester. Donc là, les conditions sont quand même plus larges pour les véhicules, où il y a l'installation d'un boîtier sur le véhicule, donc par la plateforme, qui te permet de déverrouiller le véhicule avec le téléphone. Donc là, tu peux laisser le véhicule en autonomie sur une place de parking et les locations peuvent s'enchaîner. C'est les locataires qui sont en charge de faire des photos au démarrage
et ils peuvent déverrouiller la voiture une fois qu'ils ont fait leur constat et ils partent en location et ils doivent faire des photos après à la restitution et les locations peuvent s'enchaîner comme ça sans que tu te déplaces. Donc les photos, c'est l'équivalent de l'état des lieux. Quand tu loues une voiture, tu fais le tour Tout avec à le fait. mec, tu coches, etc. C'est ça. Et il y a quoi? Il y a un truc sur l'application à faire là-dessus? Ouais, exactement. Donc l'application, elle te guide, elle te met des vues, donc faire une photo de la face avant, elle te met toutes les zones, donc tu dois tourner tout autour du véhicule. Pareil pour l'intérieur. Et après, le boîtier, il lit le kilométrage, le plein, et il fait, donc si la personne ne rend pas le plein, il fait le delta, donc j'ai le delta. Et Ah ouais. il lit les kilomètres, donc tu as 200 kilomètres par jour. Donc c'est pareil, s'il fait plus, il y a un forfait kilométrique qui vient s'ajouter en plus de la location. Ah ouais, trop bien. Ok. Donc tu as vraiment toute l'information, toi, à distance. Tout à fait. Et je peux consulter les photos à distance. Dès qu'il récupère la voiture, j'ai un contrat qui s'affiche, donc contrat de début de location, et j'ai toutes les photos du véhicule. Et surtout à la restitution, c'est ce qui est important. Et s'il fait pas tout ça, il peut pas louer la voiture? Elle Non. démarre pas? Non, il peut pas la démarrer. Ouais. Ok. Et tu as un anti-démarrage, et tu as la géolocalisation du véhicule entre les locations. Donc dès qu'ils ont commencé la location, tu peux plus savoir où il est. Mais si jamais, par exemple, on te rend pas un véhicule, dès la fin de location, hop, tu peux savoir où il est et le retrouver. Et le démarrage, il se passe comment là, avec une clé traditionnelle par exemple là? Alors tu laisses la clé dans la boîte à gants. Ah ouais. Ok. Donc ça, en fait, ça déverrouille la centralisation. Tu as un anti-démarrage, donc même si tu as la clé, admettons, je peux verrouiller la voiture à distance, même si tu as la clé, tu peux rentrer dedans, mais tu pourras pas démarrer. Et ça, le mec, il peut pas te le craquer? Je pense que s'il y a vraiment un crack de l'électronique qui bidouille le boîtier, il peut te le craquer, mais c'est quand même une installation complète. C'est un technicien qui vient, ça met 1 heure, la voiture il l'ouvre complètement, il se branche, voilà. C'est pas un boîtier qui est, je sais pas, accessible que tu peux enlever comme ça, quoi. Ok. Donc le mec, il a la clé dans la boîte à gants, il peut déverrouiller à distance, via l'application, ça c'est intéressant. Et ça se met sur n'importe quelle voiture? Pratiquement toutes les voitures. Ah ouais, même les vieilles voitures qui ont juste la fermeture centralisée, il suffit d'avoir, j'imagine, la fermeture centralisée, non? Alors, en fait, pour l'installation du boîtier, en perso, il faut avoir des véhicules de moins de 12 ans et de ok. moins de 150 000 km. C'est là où ils commencent à verrouiller. Ok. Au moins, ça leur permet d'avoir un parc assez récent. Et ça, le boîtier, c'est la plateforme qui te le fournit? Oui, c'est la plateforme qui te fournit. L'installation est gratuite. La désinstallation est gratuite aussi si tu as fait plus de 7 locations. Ah ouais. Et sinon, ils te font un forfait, je crois que c'est 150 € environ. Et donc ils ont un mec qui vient et qui te... C'est ça, c'est une autre société Ouais. avec qui ils sont en partenariat, qui s'appelle TechCar. Et il y a un technicien qui vient, tu prends rendez-vous et ça met 1 heure et il t'installe le boîtier sur ton véhicule. Et c'est gratuit. Par contre, après, tu as une location, c'est 19 € par mois. Location de boîtier, ça leur fait des revenus pour Caterham. C'est Ouais. malin au niveau du business model que... Ouais, ouais. Ok. Et donc comment ça marche après? Donc moi j'ai une voiture, alors des deux côtés. Soit tu le prends du côté j'ai besoin d'une voiture. Et Ouais. donc j'ai l'offre des loueurs traditionnels. En fait on est un peu, j'ai l'impression, hôtellerie versus Airbnb, tu vois. C'est Ouais. un peu Ouais. vraiment un peu ça quoi. Donc j'ai le loueur traditionnel de bagnole, j'ai toi et d'autres confrères à toi qui louent ça en particulier. C'est quoi mon avantage de faire ça? Alors, le gros avantage, c'est le maillage que tu peux avoir en ville, te permet d'avoir un véhicule vraiment très proche de chez toi. Et aussi le fait que au niveau des horaires, tu récupères le véhicule quand tu veux. Tu peux le récupérer à 23h, le rendre à 6h du matin. Tu peux le réserver 20 minutes avant, t'as pas la queue à faire pour les loueurs traditionnels. Donc c'est le gros avantage de la plateforme. Et moi j'y vois une grosse opportunité sur cette activité parce que quand on voit le prix des véhicules, les nouvelles zones de faible émission, ce genre de choses, il y a des gens qui vont pas pouvoir payer des nouveaux véhicules. Et on va aller sur un système de location et de consommation au juste besoin en fait. Parce que pour des gens qui sont vraiment en ville et qui utilisent le véhicule juste 1 ou 2 week-ends par mois, c'est très avantageux pour eux, ce système. Pour l'instant, ça marche bien, que ce soit pour les propriétaires et les locataires. C'est pas encore connu. Moi, je me dis, qu'est-ce que ça va être dans 4-5 ans, quand ça sera vraiment connu et qu'on aura vraiment un maillage très très fin au niveau des villes, où il y aura un véhicule tous les 300 mètres pratiquement. Et ça sera hyper pratique. Tu crois pas que les gros loueurs, je pense à Sixt, tu vois, les gros quoi, est-ce que tu crois pas qu'ils vont justement créer des filiales, racheter, faire de la croissance externe là-dessus pour justement essayer d'avoir une offre complémentaire, pas se faire bouffer quoi? Ben oui, moi je me demande pourquoi ils l'ont pas déjà fait déjà. Pourquoi ils proposent pas, même sur leur parking à eux, des voitures équipées de boîtiers? Parce que la technologie, En elle entrée existe. autonome quoi. Mais oui, en Ouais. entrée autonome. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Justement, là, je suis en train de récupérer un parking à la gare Matabio. Donc je serai juste en dessous de Sixt, c'est très dur à avoir. La gare Matabio, c'est la gare principale de Oui, Toulouse. de il y a- Toulouse, voilà. pardon.
Et je suis passé du coup voir leur parc de véhicules. Il y a toujours la petite guichetoune avec le gars qui... Oui. Ah oui, moi j'en ai déjà loué des bagnoles. Alors que c'est justement la chose la plus compliquée à avoir, c'est un parking qui est facile d'accès pour les piétons. Au début, quand t'as pas de badge de parking ou quand t'as pas encore récupéré les clés du véhicule. Et justement, ce parking, il coche toutes les cases. Donc il est tout le temps ouvert, on peut y accéder. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas développé ça. Moi, je vois carrément l'intérêt, moi, en tout cas, pour la partie besoin utilisateur. Donc, j'ai besoin de louer une voiture, effectivement, flexibilité, comme tu dis, maillage hyper local, hyper diffus. Donc, du coup, ça permet d'avoir une voiture un peu partout, quoi. Là où tu as toujours une offre. J'imagine que quand tu sur l'appli Gatorand, tu cherches une bagnole, tu as peut-être une carte qui te dit où sont les voitures. Ouais, donc ça, c'est comme les scouts, en fait, hein, comme les scooters électriques aujourd'hui qui sont loués dans les villes. Okay. Mais tu vois, par exemple, les scouts, il me semble qu'il n'y a pas de particuliers qui font ça, c'est que des boîtes, tu vois, qui ont mis des flottes de scooters et qui les entretiennent, comme les trottinettes. T'as pas un particulier qui loue sa trottinette, tu vois. Ouais. Ben, comme les voitures, c'est Cities. Oui. Mais là, c'est que des petites voitures. Là, pareil, c'est très professionnel. Je sais même pas comment on peut y rentrer au niveau particulier. Mais alors, toi, tu loues ta voiture. Le mec, il peut aller partout ? C'est illimité ? Il peut aller partout en Europe. Il y a quelques pays qui sont pas autorisés. J'ai pas la liste exacte. Tu peux aller en Espagne, en Portugal, en Italie. Donc tu peux aller partout. T'as une tarification adaptée ou pas ? Non, même pas. En fait, ce qui drive la chose, c'est le contrat d'assurance, qui est un contrat d'assurance loueur avec la plateforme. Et c'est eux qui te donnent les possibilités. Donc tu as plein de listes de pays. Et toi, c'est toi qui détermines tes prix, donc j'imagine, en fonction du marché. Oui. Tu peux nous dire comment justement tu détermines tes prix, c'est quoi le modèle économique derrière et qu'est-ce qui peut faire la différence entre un prix et un autre prix pour une voiture équivalente, tu vois ? Tout à fait. Au niveau des prix, il y a ce qu'ils appellent, ils te conseillent en fonction du modèle de véhicule que tu rentres, que tu peux moduler. Et ensuite, ils ont ce qu'ils appellent les prix intelligents. Donc en fonction de l'offre et la demande, ils changent automatiquement les prix, les week-ends, les jours fériés et tout ça. Ouais, c'est vraiment comme Airbnb, quoi. C'est vraiment comme Airbnb. Et après, donc moi, en fonction des véhicules et en fonction de l'emplacement aussi, ça joue beaucoup. Je module le prix en fonction du niveau de finition, en fonction de la demande que je vois, en fonction des saisons, parce que c'est très saisonnier comme Airbnb. Donc là, par exemple, on arrive sur la haute saison. Donc là, j'ai beaucoup de demandes, donc tu peux te permettre de mettre un peu au-dessus en prix. Si des fois, je vois que je suis un peu plus creux, je baisse un tout petit peu. Voilà, tu t'adaptes et tu peux faire une veille. Tu regardes l'application, même en tant que propriétaire de véhicule. Tu as un mode locataire, tu switches et tu peux faire une veille sur les véhicules autour de toi. C'est assez bien fait. Ok. Combien ça se loue, du coup, une voiture Alors, combien ça coûte déjà, une voiture qui a les minimums de critères requis, on va dire ? Ouais. Combien ça se loue ? C'est quoi aujourd'hui ton recul d'expérience ? Parce que tu vas nous dire, toi, c'est quoi tes exemples perso ? Parce que tu en as eu une, puis deux, puis trois, etc. Donc, comment tu as fait ? Tu as appris de tes erreurs, j'imagine, sur la première. Moi, je suis curieux de savoir comment tu as démarré, quoi. Ok. Il y a plein de questions. Ouais, bien sûr. Ça se loue, alors bon, pareil, ça dépend des saisons. En basse saison, en revenu propriétaire, on va plus être sur du 20 € au jour, sur Toulouse, parce qu'il faut remettre en compte sur la zone. Je sais que sur Paris, ils ont des chiffres qui sont quand même beaucoup plus élevés. Après Toulouse, on reste sur les mêmes chiffres que d'autres grosses villes françaises comme Marseille, Lyon, Bordeaux. Donc on est à peu près à 20 € jour propriétaire. Ce prix, il faut quand même le décortiquer parce que le locataire va pas payer 20 € au jour, il va payer beaucoup plus cher. Il y a 10% de frais de réservation de plateforme et la grosse partie, c'est l'assurance. Donc il y aura pratiquement 10 ou 15 € d'assurance sur une location de 20 € au jour. Donc en gros, grosso modo, le locataire paye le double que ce qu'a réellement le propriétaire. Et en haute saison, on peut monter à 40, 45 €, voire 50 € au jour pour le propriétaire. Ça, c'est quoi comme type de voiture ? Alors ça, c'est pour... Alors oui, il y a les toutes petites citadines. Moi, j'en ai pas. J'ai fait le choix de pas en avoir. Déjà, il y en a beaucoup. C'est ce qu'il y a de plus rentable parce que c'est des véhicules qui, à partir de 6 000 € à peu près, rentrent dans les critères d'obtention du boîtier. Mais c'est des locations qui sont souvent très courtes et ça demande beaucoup de travail. Donc ça demande d'enchaîner entre deux locations. Si par exemple un locataire ne nettoie pas le véhicule, faut pouvoir être réactif, y aller ou avoir une équipe de nettoyage pour y aller. Donc au final, c'est très rentable par rapport à l'achat du véhicule. Mais c'est des locations qui demandent beaucoup de travail. Ensuite, il y a les citadines. Donc j'ai une Polo en citadine qui marche très très bien, et une Opel Corsa donc, qui est à Aix aussi, à Aix-en-Provence. Donc ça marche très bien. Et après, il y a les berlines. Donc j'ai une Golf 7 et une 308 en berline. Et un secteur qui marche très bien, c'est les SUV. Donc un 2008 en SUV. Donc après, comme c'est quand même une Polo en citadine, j'arrive à la louer très bien parce qu'elle est bien finie, elle a tout niveau de finition. L'Opel Corsa Aix-en-Provence, l'avantage c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des voitures.
et on arrive à bien la louer alors que c'est une voiture lambda, quoi. Même niveau de finition, elle est récente, elle rentre dans les critères, mais elle a rien d'exceptionnel comparé aux autres. C'est quoi le minimum requis pour avoir une voiture qui est quand même quali? Enfin, je veux dire, bon, tu vois, aujourd'hui tout le monde a la clim par exemple, j'imagine. Voilà, mais est-ce qu'il y a des options comme ça, tu vois? Est-ce qu'un GPS intégré c'est du plus? Est-ce que tu vois, un Apple Car c'est du plus? Enfin, Ouais. est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Oui, bien sûr. Clim obligatoire. Et après, tout ce qui est radar de recul, ça vient en deuxième. Et ensuite, on a Apple CarPlay. Un radar de recul, c'est aussi pour te protéger à toi. Oui, oui. Ouais. Pour les sinistres. Et ensuite, on a des éléments de différenciation auxquels on ne pense pas forcément, qui font un plus de temps en temps. Tout ce qui est attelage, Ah ouais. tout ce qui est boîte automatique. C'est très rare sur la plateforme. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent ça, surtout les étrangers. Ouais. Donc bon, là, j'ai rajouté des véhicules récemment. Je voulais absolument une boîte automatique. J'ai pas réussi à trouver. Mais je sais que ça crée beaucoup la différence. Ouais. Et donc plutôt essence ou diesel de manière générale? J'ai les deux. T'as les deux? Il y a 3 essences et 2 diesels. Ok. C'est encore demandé les diesels. Pareil, c'est des éléments différenciants. La dernière fois, j'avais un problème avec une location. Le véhicule, il n'était pas disponible. J'avais eu un doublon. Et il voulait absolument un diesel. Et alors que, comme j'ai plusieurs véhicules, on peut transférer le contrat. C'est super bien fait. Je peux lui dire, bon, ben celui-là, au final, j'en ai besoin. Donc, je peux pas honorer la location. Je te le transfère sur un autre. Il m'a dit, ah non, c'est une essence. Je veux faire de la route. Je veux pas. Donc, il faut avoir des deux. Mais bon, plus d'essence que de diesel quand même. Ok, ça c'est intéressant. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi les chiffres que tu arrives à choper? Après, je pense qu'on parlera aussi des galères et de l'entretien, parce que c'est quand même... Tout à l'heure, tu cites, j'ai bien retenu, si le mec fait pas le ménage dans la voiture, donc j'imagine que ça arrive assez souvent. Tu vois, je suis curieux de savoir c'est quoi la charge sur tout ça, mais avant ça, j'aimerais bien savoir c'est quoi les chiffres que tu peux sortir avec une voiture citadine, une voiture berline, etc. Ouais, ok. Avec une citadine, on peut sortir entre 350 et 400 euros par mois en basse saison. Et tu montres entre 4 et 600 en haute saison. Grosso modo, ça te fait une moyenne annuelle de 500 euros par mois. Avec tout ce qui est berline, tu es plus entre 400 et 550 en basse saison. Et tu fais du 550, 700 en haute saison assez facilement. Et en matière de taux d'occupation, Théo, du coup, on se parle de quoi? Parce que c'est un critère qui est vachement important aussi, tu vois, dans la location courte durée dans l'immobilier. Donc là, j'imagine que c'est pareil, parce que tu dis par exemple, avec l'Apollo, tu fais 500 euros en moyenne par mois, mais ça veut dire que c'est combien de jours ça? C'est loué combien de jours pour faire 500 euros par mois? En basse saison, on est sur un taux d'occupation d'environ 60-70%. Et en haute saison, juillet-août, on est vraiment à 80-90%. C'est pratiquement tout le temps plein. Il y a des locations, il y a une demi-heure d'écart des fois entre les locations. Donc ça rentre et ça repart direct. Et là, t'es un peu dans la merde si le mec est là en retard, du coup. S'il est en retard, je suis énormément dans la merde, mais ils sont prévenus. Et il y a des pénalités de retard. Si jamais il est responsable de l'annulation de la location suivante, bon, il faut le demander à Gatorand, mais tu peux être dédommagé, il peut payer la location d'après. T'es noté d'ailleurs? C'est un truc, tu vois. Ah oui, j'imagine, oui. ouais. T'es noté, très important. Comme pour le podcast, je demande à chaque fois 5 étoiles, c'est hyper important. Ça aide énormément au référencement, on n'en a pas parlé. Il suffit que tu aies une mauvaise note et tes voitures, elles descendent dans l'application. Pareil, si tu annules des locations, faut pas dépasser 4% de taux d'annulation. Si tu dépasses, tu commences à être moins bien référencé. C'est quelque chose qui est hyper important et je vois un impact direct. Une fois, j'ai eu un 4 étoiles, la voiture, elle descend. Et ça, par contre, même au niveau annulation, par exemple, j'ai eu un problème sur un boîtier, sur la Golf, où il déverrouille pas la voiture. Donc, j'ai dû avoir une intervention technicien et j'ai perdu 3-4 locations comme ça. Et du coup, mon taux d'annulation est monté et j'ai galéré les 2 semaines après à louer la Golf. J'ai vraiment galéré. Et je regardais, elle avait vachement descendu alors qu'avant, elle était deuxième sur la zone. Et d'ailleurs, dans le cas que tu citais, là, l'exemple où le mec est en retard, donc celui d'après doit partir, il a un rendez-vous et autres, donc finalement, j'en sais rien, bon, il prend un train, il te loue pas la voiture à cause du mec d'avant, lui, il peut quand même te noter, même s'il a pas pris la bagnole, parce que du coup, sa réservation, elle tient toujours à ce moment-là. J'ai jamais eu le cas, donc je sais pas. Je peux pas te répondre clairement sur ça, ouais. Ok. Combien ça coûte justement, par exemple, si tu prends une citadine, on va dire ce qui est le plus abordable? Ouais, on va prendre par exemple l'Apollo. Je l'ai acheté 6008. C'est comme l'immobilier, il faut bien acheter. Il faut pas avoir peur de bouger, se déplacer. Je suis allé la chercher à Paris. Là, l'Apollo, encore aujourd'hui, elle part à 8 000 euros facilement. Donc, il faut voir que c'est quelque chose qui se déprécie, le véhicule. Donc, il faut très très bien acheter pour pouvoir s'en sortir et faire une petite plus-value ou ne pas perdre sur la valeur du véhicule. Parce que sinon,
même si les rentabilités sont énormes, on est entre 50 et 60% de marge nette, ça abaisse la rentabilité si on fait pas ça. Comment tu fais pour acheter des véhicules aussi en dessous du marché? Putain, moi, à chaque fois, j'ai perdu du pognon monstre avec mes bagnoles. Ah, c'est comme l'immobilier, il faut connaître les modèles. Faut pas avoir peur d'acheter des choses qui sont en panne ou il y a besoin de changer, je sais pas, un élément de carrosserie ou des petites choses. Quand on a les contacts, après, c'est pareil, les carrossiers, les artisans, on sait que là, c'est 2 000 € moins cher et que ça coûte 600 € à réparer et on a une voiture neuve. Je bricole pas mal, j'ai les valises de diagnostic des véhicules. Donc, par exemple, pas sur la Polo, mais sur une Golf, elle avait juste un voyant. Et le garagiste et le gars à qui j'ai acheté pensaient que c'était un problème vraiment mécanique grave. Et en fait, j'ai changé un capteur à 40 €. Ouais. Et là, t'as une voiture 2 000 € moins chère pour un capteur à 40 €. Donc quand tu connais, quand tu maîtrises un peu, que tu bricoles, il faut se mettre des alertes, il faut être organisé, il faut être réactif, il faut aller chercher à Paris, à Bordeaux, il faut y aller. Ok. Et ça fait la différence. Donc là, tu payes celle-là 6 008. Ouais. Tu fais des travaux quand tu achètes? Celle-là, même pas de travaux, ils étaient pressés. Ok. Pas de travaux. Non, pas Ok. de travaux. Petite négo sur le prix, elle était à 7 002. Est-ce que tu la pimpes un peu pour la louer ou tu la loues en l'état direct? Non, nettoyage complet avant. Ouais. J'ai acheté tout le matos nécessaire, shampouineuse, les produits, rénovation un peu des plastiques et tout ça pour mais pas donc là, d'ajout. Là, tu mutualises tes coûts sur tous les Tout à fait. les véhicules que tu as, ça te permet d'amortir plus facilement le truc. Et ok, donc là, tu achètes 6 008. Ça, c'est une voiture que tu loues combien en moyenne? T'as du recul là? T'as combien de temps de Oui, recul? celle-là, je l'ai achetée en juillet de juillet de l'année 2022? dernière. Ouais, de l'année ok, dernière. donc t'as quasi un J'ai an de bientôt recul. an. Hein. J'ai bientôt un an Ok. de recul. Et alors, ça a donné quoi sur cette année Ça se loue très très bien. J'ai pas les chiffres exacts, mais je suis pratiquement à 500 € là, de moyenne. Donc, tu es à 500 € par mois. Oui, brut. 500 € par mois brut, donc ça fait 6 000 € par an. Oui. T'es quasiment à 100% de Oui. rendement brut. Oui. On va dire, je sais pas, vite fait, je le fais de tête, mais 90%, on va dire. Ouais, quoi. ouais, c'est ça. 90% de rendement brut, c'est monstrueux. Oui. On dirait un mec qui essaie de vendre une arnaque à la crypto. Tu sais. Ouais, ouais. Non, mais ça fait un peu ça, quoi. Gros rendement, ça fait, rendement 10% par mois, pas par an, etc. Ouais, Voilà, ouais. tiens. Ok, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Là, j'ai fait le tableau hier. Là, parce Ça que me donne envie d'arrêter l'épisode et d'aller acheter une voiture. Il y a des problèmes. Hein. C'est Ok, du boulot. non, ok, on va... Bon, c'est du brut. C'est On du va aller brut. voir, c'est du chiffre d'affaires. ok. C'est du brut, ouais. C'est du chiffre d'affaires. Là, je suis presque je suis à 47% là, brut, alors qu'on n'a pas fini l'année là. Ok. Donc c'est énorme. Et là, c'est la haute saison, donc Ouais. ça va. Oui, donc là, si tu arrêtes déjà maintenant ton année, c'est-à-dire que tu pars en vacances et tu Ouais. fermes tout et tu mets tes voitures au garage, Ouais. tu as déjà fait 47% alors Ouais. que tu n'as même pas fait la moitié Ouais, de l'année. c'est ça. J'ai actualisé les chiffres hier. Là. Ok. Ça, sur Donc, ton parc. C'est tout ton parc. Non, sur la Polo. Sur l'Apollo. Mais ok. c'est grosso modo, c'est à Ouais. peu près pareil. Ok. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va arrêter de rêver un peu. Dis-moi, qu'est-ce que tu enlèves là-dessus, quoi? Parfait. Alors, il y a l'assurance. Il y a deux solutions d'assurance. Soit tu es en perso et tu payes une assurance, donc tu prends le minimum, tu prends un tiers pour assurer ta voiture entre les locations. Donc vol et brise-glace sur les parkings. Pourquoi tu prends un tiers? Parce que après, c'est l'assurance Gatorand qui va prendre en charge le reste? Oui, pendant les locations, c'est Ouais. l'assurance Gatorand qui prend en charge. Donc, tu n'as Ok. pas besoin de prendre une assurance globale pour ta voiture. Le but, c'est de prendre le minimum quand tu es en perso. Mais s'il arrive un truc quand elle est garée, par exemple. Parce que l'inconvénient, je trouve, de ce fonctionnement-là par rapport à un loueur qui a un parking qui est fermé, sécurisé, tout ça, où tu vois, là, toi, potentiellement, elle peut être garée dans la rue, la voiture, en fait. T'es pas obligé d'avoir un parking ou un garage. Et du coup, elle est plus sujette à des rayures, des trucs, des mecs qui tamponnent et qui se cassent. Comment ça se passe, là, s'il arrive des trucs vis-à-vis de l'assurance? Si c'est pendant une période de location, c'est l'assurance de Gatorand. Non, mais en dehors du période. C'est de l'assurance perso. Et là, au tiers, du coup, c'est pas un peu dangereux parce que si t'as un mec qui vient et qui te fout je sais pas moi, un gros coup de clé, un mec qui te pète un scooter dedans mais qui se casse, tu vois, toi tu le revois le lendemain. Moi, ce que je pense, c'est un tiers maxi. Ouais. Donc, vol, bris de glace et du coup, tous les incidents causés à la voiture. Ok. Même si t'identifies pas la personne, ça Ouais, marche. même Ok. si tu n'identifies pas D'accord, la ok, personne. ok. Après, Je t'avoue, je suis pas très calé. ouais, bien sûr, bien sûr. Après, le risque quand tu fais ça, c'est que des fois, quand même, je l'utilise, par exemple, pour l'amener au garage, pour aller la laver et tout ça. Et là, si je rentre dans quelqu'un, Ouais. je ne suis pas remboursé au niveau du véhicule. Et si quoi. tu la plantes tout seul non plus. Si quoi. je la plante tout seul, non plus. Ok. Donc voilà. Ok. Mais bon, ça permet de gagner. Là, par exemple, sur celle-là, je suis à 46 € d'assurance 46 € par mois. par mois, tout à fait. Ok, donc bon, on va dire 600 € quoi, Ouais, ouais. par an. Alors que j'aurais été à 60 € par mois en tout risque.
Ok. Tu fais un peu le gagne petit là, hein, vu le rendement quand même. Oui, mais bon, ça joue, multiplié par le nombre de Ok. voitures, ça Ok, joue. ok. Ouais, donc 550. Ok, donc là, déjà sur les 6000, il me reste 5450. Je fais le calcul en même temps, hein. Ouais, bien sûr. Ensuite, Ensuite, il y a le parking. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est une location vraiment quali, clé en main, place de parking dédiée. J'utilise les parkings YesPark. Ça permet d'avoir la télécommande du parking sur le téléphone. Donc, au moins, les gens, ils sont en totale autonomie. Ils n'ont pas à chercher la voiture, parce qu'il y en a qui laissent les voitures dans des zones où les places de parking sont gratuites, mais du coup, ils la replacent jamais au même endroit entre les locataires, donc ils doivent chercher le véhicule. Donc moi, c'est place de parking dédiée. Ils ont tous les messages qui défilent avec le lien de la télécommande pour le parking. Donc là, on est sur 56 euros par mois sur ce parking-là. Ça varie entre 40 et 110 euros les parkings en fonction de la zone sur Toulouse. donc 670 € par an, quoi. Et du coup, cette appli, le mec qui loue ta voiture, ou la femme qui loue ta voiture, est obligé d'installer l'appli YesPark pour accéder au parking. Non, Ou- YesPark, c'est assez bien fait, c'est un lien. Ils cliquent sur le lien, ça ouvre une page Ah, web ok. et ils ont ouvrir la grille. Ouais, ok. Je voulais pas trop qu'ils enchaînent le téléchargement d'appli, c'est pas forcément Ouais, c'est apprécié ça, par les au gens. niveau expérience client, c'est chiant, quoi. Ouais. Moi, je Ouais, le ouais. vois sur les Airbnb, dès que tu commences à être trop compliqué, Tout les à mecs, fait. ils t'appellent et du coup, ça te bouffe du temps à toi, quoi. Exactement. En fait, ils ont fait je suis membre du programme Gateron Entrepreneur et ils ont vraiment travaillé au niveau de l'équipe Gateron avec des partenaires. Et en fait, ils ont développé ça vraiment pour la location de véhicules avec YesPark. Et justement, la problématique, c'était on veut pas retélécharger une appli pour pouvoir ouvrir la place de parking. Donc là, c'est un simple lien internet qu'ils reçoivent par message. Ils cliquent, ça ouvre une page web et ils peuvent ouvrir le parking avec ça. Ok, excellent. Et en plus, c'est bien fait. Enfin, c'est une page web avec la photo du parking. Tu peux remettre, il remémore le numéro de place et tout ça. Ok. Bon, ça c'est hyper fluide, c'est cool. Donc là, je suis à 4780 sur les 6000 Ouais. initiaux. Qu'est-ce que j'enlève après? Alors, il faut compter entre 1 à 2 vidanges par an. Faut pas se leurrer, c'est des véhicules qui roulent beaucoup. On est en moyenne à 30 000 km par an. Donc ça dépend de l'huile. Il y a de l'huile long life qui tient 30 000, il y a de l'huile pas long life qui tient 15 000. Mais on peut compter 2 vidanges Ça fait combien de voitures là justement toi par an à peu près? en kilomètres. Ouais, Ça fait 30 000 en moyenne. 30 000. Ouais, Ok. c'est des voitures qui roulent pas mal. Donc on va dire les deux vidanges, on prend Ouais, toujours. on prend large. Alors au départ, je les faisais moi-même, donc ça coûtait 100 euros les deux vidanges. Là, j'ai pris un partenariat avec un garage parce que je commençais à plus m'en sortir. Donc on peut compter en cas pire avec un forfait vidange à 90 euros, donc 180 euros les deux vidanges en garage du coup. Ok, 180 € le. 180 euros. Bon, donc là on est à 4006. Voilà. Et après, il y a toujours des petits frais à droite à gauche. Je provisionne à peu près 20 ou 30 euros par mois de frais restants. Ouais, parce que par exemple, le cas du nettoyage, clairement. Là, le mec, il loue, lui, il est. À chaque fois, je dis le mec, désolé, mais Ouais, c'est homme avec un grand H, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Vous savez que je vous apprécie beaucoup, toutes les auditrices, hein. Donc, les gens qui louent les voitures, c'est quoi leurs obligations à eux avant de la restituer? Bon, évidemment, la carrosserie, il faut que ça soit nickel. Le plein, il faut qu'il soit remis là où il était. En tout cas, la jauge d'essence, là où elle était, j'imagine. Mais d'ailleurs, s'ils t'en mettent plus, Je perds. tu perds. C'est vraiment en fonction du niveau. Moi, elle doit être aux 2/3 minimum pour commencer la location. Ok. Si par exemple, il y a une location qui s'est enchaînée et la personne n'a pas refait le plein complet, Ouais. donc moi, je vais avoir un complément par rapport au début. Et la personne qui va la reprendre ensuite, si elle refait le plein complet, elle aura le delta. C'est D'accord. bien fait, c'est calculé. Ouais, c'est cool. Ouais. Sur, basé à quel. Je sais pas, c'est. C'est quel basé prix sur un forfait, sur le prix actuel. Ouais, c'est ça pas, bouge, ouais. c'est pas comme les loueurs, 3,50 € le Non, litre. non, 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 non. Par contre, s'ils me en rendent moins, j'ai un peu plus. J'ai, Ouais. je sais pas, 10 centimes par Oui, litre de. Oui, mais ça va, c'est pas le double, quoi. Parce Non, que les non, loueurs, non. c'est le double. Hein. Non, non, là, c'est pas le double. ok. Non, non. C'est margé pour que le propriétaire, il ait pas trop d'inquiétude, mais je crois que Oui. c'est un 90 pour le diesel. Oui, parce et- que bon, c'est quand même chiant, parce que du coup, c'est à toi d'aller le faire à leur place si jamais c'est quasi ric-rac. Surtout quand c'est vide. Et ouais, c'est Voilà. ça. Ok, et leurs obligations en matière de, justement, d'entretien du véhicule, le mec, il la garde 2 semaines, il va à la plage, t'as du sable partout. Comment ça se passe? Ça doit être rendu propre. C'est Ok. pas forcément le cas, c'est même la problématique première, que c'est ce qui demande du temps en propriétaire. Ça m'étonne pas. Avant, il y avait des photos que de l'extérieur pour l'état des lieux d'entrée et de sortie. Gateron, là, ils nous ont écoutés parce qu'il y a eu beaucoup de remarques au niveau des propriétaires. Et il y a des photos de l'intérieur maintenant, avant et sortie. Donc ça permet de vérifier avant qu'il y ait une autre location si c'est sale ou pas. Parce qu'en fait, sinon, c'était l'autre locataire qui te mettait un 4 étoiles ou un 3 étoiles en propreté. Mais toi, tu le savais pas. Tu n'avais pas pu contrôler. Donc ça, c'était embêtant. Ensuite, ils doivent le rendre propre. Donc si c'est effectivement pas propre, tu peux faire appliquer des forfaits de nettoyage.
Donc je le rentre pas en frais le nettoyage parce que si c'est pas fait, j'ai c'est 10 € un nettoyage léger jusqu'à 50 € un nettoyage complet intérieur-extérieur. Tu fais quoi avec 10 €? Tu fais rien avec 10 €? Ah, 10 € c'est vraiment quand il reste des miettes. Hein. C'est pour te dédommager du déplacement. De passer l'aspirateur, quoi. Voilà, Ouais, exactement. ok, d'accord. Exactement. Okay. Parce que quand tu vois les car wash et tout, combien ils te facturent, Oui. c'est quand même. C'est rien, 10 €, mais bon, en général le plus courant c'est du 20 €. Et c'est l'intérieur que les gens ne font pas. Parce que l'extérieur, tu vas au rouleau, c'est assez facile. L'intérieur, ils le font pas forcément. Ouais, puis c'est vrai que les aspirateurs dans les stations de lavage sont pas terribles aussi, c'est toujours un peu chiant. Et puis voilà, c'est le plus compliqué. Après, là, je suis en train de trouver une équipe de nettoyage justement sur Toulouse. Pareil pour me décharger parce que là, ça commence à faire beaucoup. Ok, donc là j'étais à 4006, bon j'enlève quelques faux frais et après il faudrait que, alors c'est comptablement, hein, c'est un truc à faire, mais il faudrait que tu amortisses l'entretien et les pièces d'usure. Oui, parce que là à 30 000 par an ça va vite quoi, tu vois, au bout de 3 ans ta voiture a 100 000 bornes. Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'avantage donc d'acheter à un bon prix et ensuite les pièces d'usure, moi je provisionne 300 € par an. Par exemple ça te fait un jeu de pneus, ça te fait... voilà. Ah ouais, c'est tout, pas plus? Enfin un essieu, hein. Ouais. De pneus. Okay. Après, on est sur de la citadine, c'est du 15 pouces, là, c'est des petits pneus, ça va encore, même si c'est cher quand même. Et l'idée, c'est quoi? C'est que tu la loues combien de temps et après cette date-là, tu la jettes la voiture ou comment ça se passe? Alors, le boîtier, tu peux l'avoir sur ton véhicule jusqu'à 200 000 km. À partir de 200 000, tu te demandes de le désinstaller. Donc, moi, c'est ce que je vise. J'achète des véhicules juste avant la limite mini, donc moins de 150 000. Voire moins, l'Apollo, je l'ai acheté, elle avait 110 000. Et je les utilise jusqu'à 200 000 environ. Voilà. Et pour les utilitaires, tu peux aller jusqu'à 250 000. Et qu'est-ce que tu en fais après? Après, tu les revends. Et ça permet de... Alors, tu as plusieurs choses. Tu as une plateforme Getaround interpropriétaire. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés et que tu veux le vendre avant les 200 000, où du coup, le boîtier est déjà installé et tout ça. Ça permet de gagner du temps parce qu'au niveau de l'installation des boîtiers, il n'y a pas énormément de techniciens et du coup, ça peut prendre 1 à 2 semaines pour installer le boîtier. Donc là, tu as déjà tout équipé, tu as déjà le boîtier, donc ça, c'est pas mal. Et après, tu revends et ça te permet de faire un apport pour racheter un véhicule plus récent ou refaire un financement. Si tu veux faire un financement, on pourra en parler et des choses comme ça. Donc là, contrairement à l'immobilier, par contre, quand tu revends moins cher, forcément, que quand tu as acheté. Pas tout le temps. Quand même, quand tu as mis 200 000 bornes à la bagnole, ou 100 000 de plus, oui. C'est quand même... Oui. En fait, là, je suis en perso. En pro, les conditions sont plus compliquées pour avoir des véhicules avec du Getaround. Au lieu que ce soit 12 ans, les véhicules doivent avoir moins de 8 ans. Et au lieu que ce soit 150 000 km, ils doivent avoir moins de 120 000 km. Et pour passer en pro, il faut avoir 3 véhicules qui cochent les cases. Donc là, je viens de rajouter 2 véhicules, la 308 et le 2008 qui cochent les cases. Et comme je veux passer en pro, je compte revendre l'Apollo à la fin de la haute saison pour racheter un véhicule qui coche la case pour le professionnel. Et du coup, là, ça fera 1 an d'utilisation. Elle aura pris des bornes, mais 7500, 8000, ça partira. Si tu achètes bien, tu t'estimes que tu perds pas beaucoup d'argent, du coup, tu peux ne pas en perdre si tu vends tous les ans. Ouais, si tu vends tous les ans, en 1 an d'exploitation, tu peux limiter la casse. Parce que sinon, il faut, ce que j'explique souvent aux clients sur l'immobilier, c'est-à-dire que tu as le rendement à court terme et tu as la rentabilité de l'investissement à échéance. Et quand tu enlèves cette moins-value, effectivement, et que tu la relises sur le temps, ça te vient impacter ton rendement aussi, quoi. Après, on ne peut pas faire ça sur tous les véhicules. Quand tu commences à grossir, après, tu vas chercher des financements chez des concessionnaires directement. Tu fais du leasing. Donc, c'est plus les mêmes rentabilités qu'on a là. C'est un peu comme l'IMO où tu fais tout toi. Tu fais les travaux, tu tires au maximum sur la corde au niveau de la rentabilité. Après, quand tu grossis, t'as pas le temps forcément d'aller chercher des voitures à Paris. Tu vas chez ton concessionnaire. Lui, il a une vision globale et tu perds un peu en rentabilité. Mais ça te permet de pouvoir scaler plus rapidement et d'avancer. Ouais, c'est marrant, je l'avais étudié ça dans une boîte dans laquelle j'ai bossé là. Je l'avais étudié parce qu'on avait des magasins qui voulaient justement louer des véhicules aux clients parce qu'il y avait des trucs un peu encombrants à apporter, tu vois, et lourds. Et donc les clients souvent disaient ouais, mais bon, moi je peux pas les récupérer. Et donc on avait étudié justement de faire un deal avec un constructeur automobile et de faire un deal. Et en fait, donc lui, on avait le prix du leasing. Après, on mettait effectivement le prix à la journée, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que si tu louais 5 jours par mois, ne serait-ce que 5 jours par mois ton camion, t'étais à l'équilibre, quoi. Donc après tout le reste c'était du bonus, quoi. Et donc c'est effectivement, je me dis que tu peux industrialiser le truc,
en prenant une flotte de 10 bagnoles en leasing. Et toi, en fait, ta marge, c'est comme la sous-loc en fait. Comme si tu loues un appart et que derrière, toi, tu fais du Airbnb avec, c'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe, Ouais. exactement. Ce qui se fait beaucoup sur ça, c'est les véhicules un peu haut de gamme, qui sont du coup, qui peuvent bloquer beaucoup de dettes ou faire une grosse immobilisation. Tu fais du leasing et en plus, tu as la marge qui est encore plus grande vu que tu es Ouais. sur du haut de gamme. Et tu connais déjà ta valeur à la sortie. Enfin, tu sais exactement combien ça va te coûter tout le long. Et à la sortie, tu sais que tu vas rien récupérer ou Ouais. tu as une option d'achat à la limite. Si t'es bon, tu peux la louer plus cher, mais souvent, c'est quand même un peu touchy. Ouais, tu sais exactement ce que tu fais. Voilà. Et même pour les prix, pour t'aiguiller, quand tu es membre du programme Gateron Entrepreneur, quand tu veux faire ton étude de marché, il y a un tableau avec la moyenne de tous les véhicules équipés de boîtiers par ville en France, en fonction des catégories. Donc tu peux savoir les villes qui sont intéressantes, les zones à potentiel et ce genre de choses. Moi j'avais eu ça pour commencer et c'est vrai que ça aide énormément. Ça te donne des idées de positionnement au niveau des villes. Ok. Donc là, toi, t'en as 4 aujourd'hui? 5? Ouais, 4 à moi, une qui est à mon père et qui gère à Aix-en-Provence. Mais Ok. voilà, c'est moi Ouais, qui donc gère. t'as quand même le recul sur 5 voitures. 5 donc voitures, c'est quand tout à même, fait. c'est quand même pas mal déjà. T'as envie d'en faire plus, j'imagine. Oui. Donc du coup, t'es obligé de te professionnaliser. Oui. Comment ça se passe? Alors, au niveau de la professionnalisation, société obligatoire dédiée à la location de véhicules. Il ne faut pas faire d'autre chose, c'est un code APE spécifique. L'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas assujetti à la TVS. C'est le même code APE qu'un loueur, type Sixt. On fait beaucoup de pubs pour Sixt, mais il y en a d'autres, Europcar. Je ne saurais pas dire. J'ai le code APE, je me l'étais noté, mais je ne le retrouve plus. C'est le 7711A. Donc, je ne sais pas si c'est exactement le même. Mais en tout cas, c'est ce qu'il te demande. Et donc, dédié à la location de véhicules et 3 véhicules minimum, avec les conditions d'assurance, enfin les conditions d'ancienneté que j'ai citées qui sont imposées par l'assurance. Donc, Pourquoi 3 véhicules minimum? C'est qui impose cette règle? je pense que c'est la police d'assurance. Ah ouais, c'est l'assurance, parce qu'après, toi, ta boîte, tu fais ce que tu veux dessus, quoi. Enfin, je veux Mais dire, ouais. Si t'en as une ou t'en as 15 ou 20, ouais. Donc 3 véhicules dédiés à la location. Donc quand ils disent dédiés à la location, c'est minimum 15 jours par mois et 2 week-ends par mois. Ok. Minimum. Et ça a bien changé. Au départ, je voulais pas aller vraiment vers... c'était plus compliqué d'aller vers le professionnel. Ils ont changé d'assurance. Avant, c'était l'assurance Alliance qui assurait les locations Gateron. Et là, on est passé chez AXA depuis janvier, là. Et avant, les conditions, elles étaient encore plus strictes. C'était 5 ans et 80 000 km pour mettre les véhicules sur Gateron en professionnel. Et maintenant, c'est passé à 8 ans et 120 000. Donc, ça relâche un peu et ça permet de récupérer un peu de rentabilité. Parce qu'après, les véhicules, moins de 5 ans, tu es encore dans la phase de décote qui est très forte du véhicule. Et bon, voilà, du coup, tu as des chiffres qui sont très bons. Mais quand tu revends, effectivement, quand tu fais le global de ton investissement, tu perds beaucoup d'argent sur la valeur du véhicule. Sur des véhicules de moins de 5 ans. Alors, je vois 2 sujets. Je l'ai dit pour pas les oublier. Le premier, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe quand tu es pro au niveau de l'amortissement du véhicule, parce qu'à la fin, une fois que c'est amorti, comptablement, il vaut 0 ton véhicule. Donc ça veut dire que potentiellement, toi, tu peux te le racheter pour pas grand-chose à titre personnel aussi. Ça peut être un intérêt. Je sais pas si tu peux nous en parler. Et l'autre sujet, c'est la fiscalité. Fiscalité perso versus fiscalité en société. Bon, en société, on connaît tous, hein, c'est impôt sur les sociétés, flat tax sur les dividendes, charge sociale sur la rémunération du dirigeant si besoin, etc. Bon, voilà, ça, société, on sait à peu près. Mais fiscalement, quand tu le fais en nom propre, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent voudront tester d'abord en nom propre avant de se professionnaliser, comment ils sont traités ces revenus? Ces revenus, c'est du BIC classique. Ce que je conseille de faire, c'est du frais réel. Parce que tu as l'assurance, tu as peut-être un parking, tu peux mettre des frais d'essence. Donc il y a quand même beaucoup de charges au niveau de la location qui font que c'est souvent plus intéressant de faire des frais réels que d'utiliser l'abattement forfaitaire. Et ça vient se rajouter du coup sur les revenus perso, enfin sur la tranche d'imposition du foyer. Donc ça dépend de votre situation, mais moi par exemple j'ai un travail salarié, j'ai un LMNP qui tourne. Et j'ai cette activité en plus, donc je suis quand même sur une tranche d'imposition qui commence à faire assez mal. Et ça, tu le fais avec le même numéro de tirette. Ton numéro de tirette à la MNP, c'est le même numéro de tirette que les voitures? Ouais, c'est le même. Donc tu as plusieurs activités. Tout à fait. Tu pourrais faire Agenco dans l'immobilier avec, par exemple. Exactement. Okay. Et après, au niveau de la société, on passe en IS sur la société classique. 15% d'imposition sur tes bénéfices jusqu'à 42 500 € et 25% au-delà. Et flat tax 30%, évidemment. Bon, si vous savez pas ce que c'est la flat tax, encore, même si vous écoutez le podcast depuis longtemps, j'ai fait une capsule au tout début du podcast qui vous explique ce qu'est la flat tax. C'est cette magnifique invention d'Emmanuel Macron et son équipe. Ouais, tout à fait. Je fais pas de politique, hein, mais franchement, pour le coup, c'est vraiment une bonne chose pour les entrepreneurs. En tout cas, beaucoup plus simple à comprendre. Tout à fait. Et en perso, on est limité on peut faire théoriquement jusqu'à 70 000 en BIC.
Sur cette activité-là. Ouais, C'est-à-dire sur cette tu activité-là. mélanges pas les autres activités Ouais. qui rentrent dedans. Ok. Exactement. Mais au-dessus de... Bon, le plafond, il bouge, mais en général, c'est 8 000 € à peu près. On a les prélèvements sociaux qui viennent se rajouter en plus. 8 000 € Ouais. Par quoi? Par an. Par an? Ah ouais. Donc, ça fait... en 2 véhicules, tu dépasses déjà, quoi. Prélèvements sociaux, c'est 17,2%. 17,2, ouais. Mm. Exactement. CSG, CRDS, ok. Donc, voilà. T'es calé quand même en fiscal. Ouais, j'essaye. Oh, Hein j'ai pris une petite fiche. Hein. C'est bien, c'est bien. J'ai pris une petite fiche. Non, mais moi. on voit que t'es un bon contribuable. C'est bien. Bon, parfait. Ah bah oui, j'ai fait la déclaration Si tu d'impôt, là. maîtrises. C'est vrai qu'on est juste dans la période, là, effectivement. Ok. Donc, voilà. Et donc en société, mon autre question, c'était effectivement, en société, tu achètes un véhicule, il s'amortit. Quand tu achètes, moi j'ai un véhicule sur une société, je l'amortis. Et donc au bout de 5 ans, je pense que c'est peut-être sur 5 ans, tu amortis un véhicule. Je crois que c'est 5 ans, ouais. Je pense que tu peux pousser à 7, mais à mon avis, c'est un peu tendu. Donc tu amortis sur 5 ans. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'amortissement comptable, je ne suis pas comptable, mais vous achetez un truc, on va dire 10 000 €, vous amortissez ce bien sur 5 ans, donc ça veut dire que tous les ans, vous allez amortir, ça vous fait moins de 2 000 € comptablement de charge en fait, qui vient, alors que vous ne les perdez pas en trésor, mais on dit que le matériel se déprécie, donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans, ça vaut 0. En fait, normalement, vous le jetez à la poubelle. Mais bon, évidemment, les entrepreneurs, ils ne jettent pas à la poubelle et ils se le récupèrent pour eux, souvent. Donc, est-ce que ça, c'est envisageable dans ce cadre-là ? Je pense que c'est envisageable. Déjà, rien que dans le choix des véhicules, j'essaye de me positionner en tant que locataire et j'essaye de me faire plaisir aussi. C'est-à-dire, est-ce que les gens aimeraient louer cette voiture et se sentent bien avec cette voiture ? Est-ce qu'elle est plaisante à conduire ? J'avais essayé, par exemple, bon, j'ai rien contre Renault, mais j'avais essayé un Renault Capture. J'ai fait non, c'est pas possible. Je déteste Renault. J'aime pas du tout. Ouais, voilà. J'ai dit, je peux pas louer ça. Il y a aucun plaisir de conduire. Pourtant, c'est des véhicules qui ont des super rentables parce que c'est quand même assez demandé, pas trop cher. Et du coup, ils cochent les cases d'assurance. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas réellement étudié, mais je pense que c'est possible, comme pour tout. Et si je peux me récupérer quelques petits véhicules sympas pour moi à la fin, oui, bien sûr. Ok, cool. Bon, j'espère qu'on n'a pas perdu trop d'auditeurs avec Renault, désolé. Hein. Ouais. Mais en plus, en vrai, j'ai eu une Renault Laguna, tout ce qu'il y a de plus horrible. Là, je vais encore perdre plus d'auditeurs. Non, blague à part, c'est vrai que j'aime pas trop le logo, en fait, c'est mon côté marketeur, même si on refait un peu là, mais voilà, je trouve ça un peu massif, un peu, voilà, pas très fin. Mais bon, bref. J'imagine que quand tu es professionnel comme ça, l'idée c'est aussi, comme les gros loueurs en location courte durée, d'avoir sa propre plateforme de réservation, de squeezer un peu ou pas, parce que c'est pas forcément squeezer, mais c'est venir aussi en complément d'un Gatorand, parce que toi finalement tu peux augmenter ton prix. Est-ce que ça c'est possible, c'est envisageable? Est-ce qu'il y a des gens qui le font, d'avoir leur propre site de réservation? Oui, tout à fait. Moi, c'est quelque chose vers quoi je veux tendre. Déjà, par exemple, avec une page Instagram où déjà je peux commencer à faire ma pub et j'essaye de faire de la monétisation. Donc ça, c'est déjà possible via la plateforme. C'est super bien fait. Prépare des liens exprès pour les réservations. Et tu peux faire sur Instagram, là, je fais des pages, je fais des petites publications où ils cliquent, ils peuvent directement réserver le véhicule, rentrer leur date et tout ça. Donc ça, c'est prévu même en perso. Mais après, ce qu'il faut voir quand on passe en professionnel, c'est une assurance de loueur. Donc, par exemple, si on reprend les chiffres de l'Apollo où j'avais environ 50 € d'assurance par mois, pour la même voiture, on passerait sur une assurance dans les 200 €. Mais comme je vous ai décortiqué les prix, où on a par exemple 40 € pour mois, 40 € d'assurance et 10 € de frais de plateforme. Donc le locataire, il paye 90 €, mais au final, j'ai que 40 € pour moi. Quand on passe en professionnel, Gatorand reverse la part assurance, les 40 € au propriétaire. Donc au final, même si les assurances sont très chères, parce que c'est des assurances de loueurs, on arrive à l'amortir avec les locations et à arriver, en général, bon, il reste toujours quelque chose, mais on arrive à moins cher qu'une location perso, enfin qu'une assurance perso. On arrive dans les 20-30 € par mois. Mais ça t'ouvre l'opportunité de faire de la location et du coup d'ouvrir une agence et d'ouvrir ton propre site en physique et d'avoir les deux. Et c'est pour ça que je trouve que Gatorand, ils ont vraiment compris le besoin. Et c'est vraiment axé entrepreneur parce qu'ils nous brident pas, ils nous bloquent pas. Et là, il y a des gens des entrepreneurs sur Paris et tout ça qui viennent de monter leur agence. Bon, ils sont gros, hein, ils ont 40 véhicules, mais ils peuvent faire les deux. Ils peuvent faire en perso avec l'assurance AXA Gatorand de la location sur leur agence et c'est une vraie assurance de loueur. Parce que là, par exemple, si je loue en dehors, parce que là, maintenant, je commence à avoir à chaque fois que j'ai une location, je me le note et j'ai un référentiel client que je garde pour après. Là, je sais exactement qui c'est qui en a besoin. Il y en a qui me louent tout le temps. Je pourrais leur dire, si vous voulez, on passe hors plateforme. Je me prends les 40 € d'assurance. Pour moi, on la loue à l'assurance, avec mon assurance perso. Mais le problème, si là, il y a un sinistre, il y a le malus. Et là, en plus, elles sont au tiers. Donc, je pourrais me dire, je le mets en...
je le mets en tout risque, je le loue hors plateforme, mais si je me prends un malus, que j'ai 4 contrats d'assurance, je me prends le malus sur les 4 contrats d'assurance, bon, là je joue pas. Mais avec le contrat AXA Pro, c'est possible. Parce que c'est une assurance de loueur. Et c'est pour ça que c'est très cher d'ailleurs. Mais il n'y a pas la notion de sinistre et de malus, bonus comme en perso. Ok, après oui, effectivement, on va dire l'autre enjeu, qui est le principal enjeu quand tu as ton propre site, bon, hormis le coût de développement du site, mais bon, à la limite aujourd'hui tu arrives à faire un truc pas trop cher, on en parlait avec Élise Ripoche dans des chroniques location courte durée, c'est la visibilité de ton site, comment tu vas drainer du trafic, en dehors de la fidélisation de tes propres clients, ça c'est la clé au départ, mais c'est assez facile, c'est comment tu vas aller faire de l'acquisition de clients, compte tenu des coûts d'acquisition aujourd'hui sur Internet, c'est hyper cher, moi qui suis très à l'aise avec le marketing digital, donc du coup, voilà, je pense que tu vas toujours avoir besoin, quoi qu'il en soit, des plateformes, c'est certain, parce que eux, ils ont un pouvoir de communication et un pouvoir de drainer des gens qui est quand même sans commune mesure par rapport à chaque site éclaté, quoi. Tout à fait, ça sera complémentaire. Et ça, je pense qu'ils l'ont bien compris. Et surtout que, en général, quand tu as des agences de location un peu en physique, tu passes sur des véhicules un peu plus qualitatifs. Et ça permet d'avoir des véhicules assez qualitatifs sur la plateforme, parce que dans tous les cas, ils sont mis sur la plateforme. Et ça permet de tirer vers le haut un peu les véhicules qu'il y a sur la plateforme. Ok, bon, très clair. Tu veux un petit gâteau fourré à la clémentine que tu m'as gentiment ramené de Corse. Allez, parfait, à la clémentine Corse. Donc merci, en tout cas c'est très chouette. T'es le premier invité qui m'amène un cadeau. C'est vrai ? Je te jure, j'ai fait 70 épisodes. Appel aux prochains invités, ramenez-moi un petit truc à bouffer. Hein. Voilà. Concours. Voilà, concours du plus beau cadeau. En plus, je vois toujours Mathieu Stéphanie sur le podcast La Martingale, il reçoit toujours des trucs, des coffrets et tout. Moi, je reçois jamais rien. Putain, je sacrifie mon temps pour vous recevoir et tout. Voilà. Bon, ok. Moi, j'ai une bonne vision, en tout cas, maintenant de tout ça. Quid du véhicule électrique dans tout ça ? Oui, c'est une question que je suis en train d'étudier. Surtout qu'il y a des places gratuites en ville très bien positionnées avec les nouvelles bornes alizées, là. Je pensais qu'il y avait une énorme demande. J'ai contacté un peu les personnes du programme Get Around Entrepreneur. Ils m'ont dit pas tant que ça, au final. Surtout que, par exemple, avec du coup, les Zoé de Renault, c'est celles qu'on trouve le plus. Il y en a qui sont quand même assez abordables. Donc, c'est quelque chose à essayer. Il faut que je vois au niveau de la problématique de la recharge, comment ça fonctionne. J'ai pas encore étudié ça. C'est quelque chose, voilà. Je pense qu'on va essayer assez rapidement. Mais il y a cette problématique de recharge qui est embêtante. Après, au niveau des places de parking, ça permet... Enfin, moi, je vois les places de parking au métro, elles sont tout le temps dispo. Les places élec. Ouais, les places élec, elles sont gratuites, tout le temps dispo. En même temps, vu le prix de la recharge sur ces bornes, c'est sûr que moi j'ai une voiture élec, j'évite de recharger dessus. Voilà. Donc, faut que je creuse le sujet plus, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Après, le must, j'imagine, c'est avoir effectivement tes parkings, mettre une borne sur chaque place, que le mec, à chaque fois, tac, t'arrives, tu poses, tu recharges, t'as 300-400 km d'autonomie. Ouais. Au moins, toi, tu la fournis toujours libre avec une carte par voiture. Ouais, c'est le mieux. Enfin, libre, je veux dire pleine, plutôt batterie pleine, et voilà. Ouais. Ça, c'est pas mal. Mais ça, c'est le must, c'est quand tu seras bien structuré. Voilà. Tout à fait, mais le must, c'est de mêler l'immobilier et voilà, d'acheter ses propres places de parking, de faire des loyers entre sociétés. Je pense que c'est le mix parfait. Hein. Revendre un véhicule quand on a besoin d'un apport IMO, parce qu'un véhicule, ça part vite, en 3 semaines, c'est vendu. Ça permet de jongler et revendre un bien, faire une plus-value, réinjecter pour prendre 2-3 véhicules. Je trouve que ça se complète très très bien. C'est marrant parce que le modèle est quand même assez similaire, effectivement. T'achètes, tu loues à la journée ou tu loues à moyenne durée. Enfin, je trouve que tu vois, il y a vraiment beaucoup de parallèles. C'est vachement intéressant. Ok, est-ce que tu vois d'autres trucs à ajouter que tu étais noté ? Oui, on parlait de la gestion des sinistres parce que c'est quelque c'est quelque chose de très important. Alors, plusieurs types de sinistres. On va dire premier sinistre, les amendes. Ça va vite ça ? Pourquoi j'y ai pas pensé ? J'en ai reçu une la semaine dernière. J'ai un classeur... Je dois en avoir au moins 30 ou 40. Donc ça peut aller très très vite. On peut très vite perdre son permis. Bon, c'est très bien fait. On a le contrat de location. On fait la télédéclaration en ligne là, sur le site de l'ANTS et ça part direct à la nouvelle personne. Donc il faut penser de le faire. Donc ça implique que vraiment Get Around ait bien fait le boulot quand même avec tout l'état civil de la personne qui te loue, etc. Et qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité ou choses comme ça peut arriver. Franchement, c'est très très bien fait. Il y a vérification carte d'identité, permis, carte bleue et selfie de vérification de la personne. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Et du coup, à chaque fois, j'ai toutes les données au niveau du contrat de location. J'ai l'adresse, le numéro de permis, le nom, la date de naissance. Donc je peux faire la télédéclaration directement sur la NTS sans même pas consulter le locataire. Donc après, je leur envoie toujours un message pour dire du coup, vous avez été verbalisé, pensez à régulariser. Des fois, il y a des petits joueurs, un point. Des fois, il y en a des qui jouent un peu plus, qui font des plus gros excès de vitesse. Donc voilà. Donc ça, c'est les premiers types de sinistres.
Quand c'est à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Il faut payer d'abord et ensuite envoyer le fait que tu es payé et ils prélèvent sur la caution de la location. Ah ouais. Ils gardent la caution pendant 2 mois. Donc ça, c'est bien fait. Mais attends, moi j'ai reçu des trucs à l'étranger bien plus de 2 mois après. Ouais, moi pour l'instant, ça passe. C'était Ah ouais. Espagne et Portugal. Donc Ouais, moi aussi c'était en Espagne, mais putain, j'avais reçu plus de 2 mois après. Ah ouais. Ah ouais, il me semble. Donc ça, c'est le premier type de sinistre. Après, là, je viens d'avoir un gros sinistre sur la Polo. J'avais déjà eu des petits sinistres, une jante abîmée, une éraflure sur le pare-choc. Bon, là donc, c'est caution. Donc là, c'est caution. Ouais, Ça ouais. part au garage. C'est vraiment la chose où je pense Gateron doit le plus s'améliorer. C'est que c'est long. Et tu perds, du coup, tu as ton véhicule qui est. Alors, quand c'était des éraflures, je le louais quand même. Je disais, bon, je m'excuse. Je l'amenais le soir au garage et on faisait les devis. Et quand il y avait les pièces, je l'amenais juste la journée ou les 2 jours qu'il fallait pour traiter le problème. Mais là, j'ai eu un gros sinistre avec une personne qui n'a pas été respectueuse. Et là, la voiture, elle est non roulante. Et c'est long, ça fait déjà, je l'ai déjà déclaré dimanche. Là, on est quoi? On est jeudi. Ils sont toujours en cours d'analyse. Qu'est-ce qui s'est des passé photos. version locataire et ta version? Version locataire. Alors, version locataire, j'ai pas de nouvelles du locataire. En fait, le véhicule, il devait rentrer à sa place de parking attitré. Je reçois une notification de Gateron comme quoi le véhicule, il n'est pas rentré. Et là, je regarde la localisation parce que dès que la location est terminée, je peux localiser le véhicule. Et je vois qu'il est sur un parking. Ah oui, parce que tu peux pas le faire pendant la loc. Ça Non. évite que tu pistes les mecs. Ouais, je peux pas. Ouais, Je vous vois. ouais. Non, je peux pas le faire Ah ouais, pendant très la bien loc. ça. Ouais. Donc dès que la loc est terminée, je peux localiser le véhicule. Donc là, je vais sur le parking où il était. Et là, catastrophe, véhicule non roulant, radiateur percé, gros choc avant. Dégueulasse, avec ils avaient fait une soirée, donc les bouteilles d'alcool encore dedans, les bouteilles de protoxyde d'azote, les soutifs culottes, tous les Mais non. de la locataire, donc Oh. elle m'a tout laissé. Donc Les capotes. Ouais, non, même T'as pas. Non, je sais Putain, pas. ils ont même pas vu. Non. Putain. Ouais, je pense qu'ils étaient Ah bien ouais. là, de l'herbe partout sous la voiture et ils ont dû frotter dans De un l'herbe. champ. Non, de Ah, l'herbe ouais. d'un champ. Non, parce que sinon ça aurait pu te payer une partie. Ah ouais, là ça m'aurait là ça aurait été bien. Donc là j'ai déclenché le sinistre et voilà, c'est long, on est en pleine haute saison, ça va faire un gros manque à gagner. Donc voilà, bon c'est une assurance touriste avec Gateron. Ils bloquent combien là en caution? 900. En fait, c'est comme les loueurs, c'est 900 de base et ils peuvent payer plus cher l'assurance et ils ont moins de caution. Et là, elle avait pris la caution à 900. Et donc si c'est au-delà de 900, les réparations, comment ils font? C'est l'assurance. C'est l'assurance qui prend le relais. qui prend le risque. Ouais, comme Airbnb en fait. Comme, l'assurance haute Ouais. d'Airbnb. Ok. Et ce qu'il faut voir, le passage entre Allianz et AXA, il y a Allianz, c'est eux qui avaient commencé avec Gateron. Donc ils avaient 3 ans d'ancienneté et ils ont quand même énormément augmenté la partie assurance au changement de contrat. Donc je pense que voilà, pour qu'ils puissent s'y retrouver justement à cause des problèmes comme ça où ça dépasse la caution. Là, c'est sûr que ça va dépasser la caution. Bah c'est sûr. Ouais. Donc Ok. voilà. D'ailleurs, il y a un truc, tu vois, que moi j'ai trouvé hallucinant, parce que j'ai eu le même problème sur des Airbnb. Donc une fête, c'était alcool, saccagé, machin, etc. Tout était taché, dégueulasse, des trucs pétés. Et donc il y avait une caution. Et en fait, la caution, autant te dire que c'est que là, il y avait 3000 euros de dégradation à peu près. Et la caution, je crois que c'était 250 euros, tu vois, parce que sur un appart, quand tu passes 2 nuits, voilà. Et Airbnb donc a activé l'assurance, parce que forcément c'était au-delà de la caution. Et donc en fait, ils ont même pas pris 250 balles à la meuf. C'est l'assurance qui a payé. Ah quoi. ouais, ok. Donc, alors que, tu vois, je me dis, putain, mais au moins prenez-lui, quoi, le minimum, la leçon. Non, ils lui ont rien pris, parce qu'elle a refusé, elle, de payer. Et parce qu'elle s'est fait dépasser, soi-disant, tu sais, elle a loué, puis elle a dit à une personne qui avait loué, qui a dit à une personne, elle avait 18 ans, tu vois. Ouais. Et ils sont arrivés à 10. Voilà, forcément, elle maîtrisait plus rien, je le conçois. Ouais. Mais bon, après, c'est pas mon souci, moi, je suis pas là pour faire la police. Et donc, du coup, c'est l'assurance qui a payé. Et elle, en fait, ça veut dire quoi? Qu'elle peut recommencer du jour au lendemain, au Ah final. bah oui, elle a eu aucune leçon. Bah, Donc, bien sûr. Donc ça, c'est un peu dommage. Ouais, tout à fait. Je sais pas si c'est le cas sur Gatorade, s'ils leur ponctionnent quand même les 900, ou si, tu vois. Les fois où j'avais eu des sinistres, même plus petits, ils ont ponctionné à chaque fois. Mais là, ils ponctionnent. Mais si c'est au-delà, du coup, ça passe à l'assurance. Est-ce que c'est full assurance Ouais, ou est-ce que ça va... la fois c'était au-dessus de l'assurance, Ah ouais. C'était quand même, il fallait changer le pare-choc, c'était bien rayé Ouais. et enfoncé. Bon là, c'était pas du tout le même cas de figure. La dame qui m'avait loué cette fois-là, elle m'avait envoyé une photo. Excusez-moi, j'ai Oui, frotté oui. un plot en Ouais, milieu non. de location. Il y a encore des gens honnêtes. Voilà. Je lui ai dit bon, il y a pas de souci, on verra quand vous me la rendez et tout. Mais il y en avait eu quand même pour 1100 euros quand même, parce qu'il y avait la jante aussi qui avait un peu frotté. Ok. Bon, super intéressant.
Alors, si on veut démarrer aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui veut démarrer là-dedans, c'est quoi tes conseils? Même si, attention, c'est tes conseils à toi, c'est pas des conseils génériques, on ne dit pas à tout le monde de le faire, voilà. Mais toi, comment t'envisagerais de démarrer aujourd'hui si tu devais redémarrer compte tenu de ton expérience? Ouais, tout à fait. Je pense que la première chose, c'est de commencer avec son véhicule perso. Même s'il ne rentre pas dans les conditions d'obtention du boîtier, on peut mettre un véhicule, il y a des conditions, mais je ne les connais pas, sans boîtier, qui sont encore plus larges que pour le boîtier. Donc nettoyer son véhicule, le pimper un petit peu, le faire propre, le mettre sur la plateforme, faire des belles photos, c'est important. Et commencer comme ça avec une remise de clé en main propre, tester votre zone. Par exemple, nous sur Aix-en-Provence, au départ, on voulait la mettre à l'aéroport ou à la gare TGV. On a regardé, bon déjà les parkings étaient très chers et il y avait plein de voitures. Et là on s'est dit, c'est pas une voiture qui va se différencier des autres, c'est une petite Opel Corsa classique. Et au final on l'a mis à Aix-en-Provence, en ville, où il n'y en avait pas. Et ça marche super bien. Il y a même des meilleures rentabilités que l'Apollo parce qu'elle fait les mêmes chiffres que l'Apollo, mais c'est une voiture qui coûte moins cher. Donc, tester avec son véhicule perso, en remise de clé. Des fois, il y a des zones, même si on a le tableur, par exemple Gateron Entrepreneur, que je pourrais communiquer à des gens s'ils le veulent, pour voir un peu les zones, combien on fait. Même si c'est pas dans la zone, ou la zone, des fois, les chiffres, ils sont pas si bons. Nous, sur Aix-Ville, les chiffres, ils étaient pas si bons que ça. Mais voilà, on sait pas trop pourquoi. Et nous, ça a très bien marché. Donc, tester sa zone. C'est quoi le principe Gateron Entrepreneur? Gateron Entrepreneur, c'est un programme où justement, tu as accès à ce genre de chiffres. Tu as accès à toutes les partenariats avec Gateron, donc tout ce qui est parking. Tu as d'autres solutions pour du financement, montage de société. Tu as plein de conseils comme ça. Mais ça, c'est quoi? C'est gratuit l'accès? Tout le monde peut y accéder? Ouais, c'est gratuit. Il suffit de le demander. Au niveau des conditions d'accès, moi, ils m'avaient rien demandé. Je crois qu'ils ont durci maintenant. Depuis, il faut au moins avoir un véhicule ou quelque chose. Enfin, je crois qu'il y a une petite règle maintenant. Mais c'est assez intéressant. On a un interlocuteur dédié. Donc, on peut lui demander les zones à peu près, comment ça va. Bon, il ne va pas te dire les chiffres exacts parce que c'est d'autres entrepreneurs. Mais c'est très intéressant. Et ce que je peux conseiller aussi, il y a des groupes d'entraide de propriétaires, des groupes Facebook, qui sont super bien. Et on peut aller par ville ou national. Donc, rechercher les groupes d'entraide. Je pourrais donner les noms aussi, s'ils veulent, pour pouvoir justement avoir des infos. Donnez-nous. Ouais, alors on peut peut-être me contacter sur la page Instagram. Oui. Exact. On va parce que j'ai pas les noms directs. Ouais. Ça va te faire des abonnés. Ça me fera des abonnés. et je pourrais donner tout ça. Et donc, tester en remise de clé. Et ensuite, si on voit que la zone elle marche bien, acheter un véhicule dédié et installer le boîtier. Et après, de toute façon, le risque il est très faible. Le premier mois est offert, le boîtier, pour ta première voiture. Et après, c'est 19 € par mois la location du boîtier. L'installation est gratuite. Oui, compte tenu des chiffres. Voilà. Au pire, si ça marche vraiment pas, au bout de 5 ou 7 locations. On l'a pas enlevé ça d'ailleurs de tes chiffres, la location du boîtier, tu vois. Ah, il y a 19 €. Ouais, il y a 19 €. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, au final, j'ai pas fait les calculs, mais vous les ferez, vous réécouterez l'épisode, vous les ferez, vous déduisez tout, et vous verrez quand même que en rendement net, on est quand même quasi à la moitié, quoi. On doit être à 50%. Bon, 50-60. Ouais, 50-60% de rendement net. C'est ouf. Ouais, c'est quand tu vois les chiffres. Mais il faut pas descendre trop en dessous de ça. Parce que quand tu grossis, après, tu as la dépréciation de ton véhicule qui va manger énormément. Ouais. Donc, il y en a qui disent je m'en fiche, je prends un véhicule à 15 000, je suis à 40. Ouais, mais ton véhicule à 15 000, il va se déprécier. S'il perd de 2 000, ça fait mal. Et t'es plus à 40, et là, ça commence à être un business qui est moins intéressant, quoi. Ok. Oui, non, voilà, il faut le voir comme plus un business qu'un investissement. On est plutôt dans ce cadre-là, effectivement. Ouais. C'est un peu différent. Ok, très clair. T'as un bon plan pour que j'achète une voiture là? Ça va chauffer. Ouais. Ça va vraiment chauffer. Vraiment, plus on est de fous, plus on rit. Il y a vraiment de la place sur Toulouse. Ça peut être intéressant de tester des nouvelles zones. Bon, pour l'instant, j'en ai 3 à Sainte-Agne, à la gare, 1 à la gare à Rennes, parce qu'il y a métro et tram. Et je viens d'avoir un parking pour Matabio, donc la gare principale de Toulouse, à partir de juillet. Donc, tu loues combien ton parking là? À Matabio, c'est 106 €. 106 € par mois. Voilà, c'est vraiment un essai. Je pense que même si c'est 40 ou 50 € plus cher par mois, ça va me générer plus que 40 ou 50 € de location en plus par mois. Je peux mettre des prix un peu plus élevés. Et parking, c'est plus simple que les garages pour toi? Il faut que ce soit accessible facilement, quoi. C'est le plus dur à trouver. Au final, les parkings, des fois, je fais des journées entières entre visites de biens immobiliers et je ziote les parkings où il y a juste une barrière, où il y a quand même un accès piéton à pouvoir récupérer le badge. Parce que même si YesPark font du bon boulot, il n'y a pas assez de parkings qui sont équipés avec le boîtier pour dévorer avec le téléphone. Il y en a très peu. Ok.
Et si j'achète une voiture et que je te la confie, que tu t'en occupes, tu me factures combien de J'ai commission? pas étudié la question, mais ça peut s'étudier. Ok. Ça peut s'étudier. Bon, on va s'en parler, on va dire à l'abri des oreilles de tout le monde. Ouais, parfait. Ça marche. Merci Théo, c'était très chouette. Merci à j'ai toi. appris tout plein de choses. Ça me change des sujets IMO et de trucs que je maîtrise un peu plus. Donc c'est bien, ça m'a sorti de ma zone de confort. Merci. On peut te suivre sur Instagram. Oui, sur TF tiré du bas, c'est un underscore, ce que tu dis. Ouais, Non underscore. location. TF location. Impeccable. Ok. Voilà. TF, c'est Théodore Froissart. Ouais, tout simple. Parfait. 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 Hier, je me suis C'est dit. pas taxe foncière. Hein, parce que moi, à chaque fois que je mets TF, c'est taxe foncière. Mais... ok. Bon, ça marche. Merci encore à vous d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le autour de vous. C'est un sujet qui est très peu traité, qui est très intéressant pour beaucoup d'entre nous parce que finalement, c'est accessible à tous. À partir du moment où on a une voiture et même si on n'en a pas, qu'on a envie de se lancer, au final, avec 6 à 8 000 euros, on peut se lancer sur ce genre de choses. Donc, c'est très bien. Laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, s'il vous plaît, faites-le. Si vous avez un iPhone, les Apple Boys ou les Apple Girls, faites-le, c'est vraiment important. Trop peu de gens le font, trop peu de gens le font, trop peu de gens le font, je sais pas, mais en tout cas trop peu. Donc voilà. Merci beaucoup, ciao à tout le monde, ciao, à bientôt. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.